Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 5e épisode de Conversations thérapeutiques. Ces discussions que nous menons avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute, pour évoquer des sujets qui nous concernent tous avec un regard thérapeutique. Après la transmission, on a voulu s'intéresser avec Alix à un sujet qui nous passionne toutes les deux, à savoir le transgénérationnel. Et qu'est-ce que c'est que le transgénérationnel ? Eh bien, on y répond de manière très précise dans cet épisode, mais on s'interroge également sur ses origines dans la Bible, dans nos quotidiens, dans la psychologie. Pourquoi est-ce une notion finalement si importante pour nous tous ? Où l'empreinte de nos ancêtres est-elle encore présente dans nos quotidiens ? C'est un épisode où nous aborderons de multiples notions propres au transgénérationnel, à savoir le syndrome des tâches inachevées, le grand livre des contes, les secrets de famille, les fantômes, le syndrome des dates anniversaires et les mandats qui nous sont attribués inconsciemment. On y évoque les Montaigu, les Capulet, les Kennedy, Van Gogh et même Tintin. Je profite de cette introduction pour vous informer que suite à des événements personnels, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'ai dû mettre le podcast en suspens. Donc voilà, je vous l'annonce, je reprends le podcast avec de superbes invités et cette série avec Alix continue. Je vous remercie pour votre écoute, que je vous souhaite très bonne, et je vous remercie bien entendu pour votre fidélité. Alix, on se retrouve pour le 5e épisode de nos conversations thérapeutiques. Je suis ravie. On va parler du transgénérationnel dans la continuité de l'épisode précédent sur la transmission. Donc c'est pour ça que ce serait chouette que tout le monde réécoute ou écoute l'épisode sur la transmission. Alix, on le rappelle, tu es hypnothérapeute et thérapeute au sens large. On te retrouve sur Internet en tapant tout simplement Alix Georges, Georges comme le prénom Georges. Tu as ton site internet où tout le monde peut trouver tes coordonnées, te contacter et venir te consulter. Voilà, ça c'était pour la petite intro. Et donc sans plus tarder, on va parler de ce sujet passionnant, en tout cas qui me passionne, qui est le transgénérationnel. Alors dans transgénérationnel, tu viens de tout nous expliquer, mais moi j'ai un peu le sentiment qu'on peut parler d'un héritage psychologique, on va dire ça comme ça, de ce que nous transmettent nos ancêtres, sans qu'on le veuille et sans s'en apercevoir. Enfin, c'est un peu mes quelques préconçus sur ce domaine. Mais sans plus tarder, je vais te demander, si ça te dérange pas, une définition de ce qu'on appelle le transgénérationnel. Voilà. Bonjour Estelle, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation et ce 5e épisode de notre capsule Conversation thérapeutique. Effectivement, on s'est dit que c'était intéressant dans la lignée de l'épisode sur la transmission de faire un focus sur le transgénérationnel. Ouais. Comme tu le dis très justement, le transgénérationnel, c'est ce qui circule entre les générations, c'est ce qui se transmet de génération en génération, donc c'est toutes ces mémoires qui se transmettent, et nous on va s'intéresser principalement à toute la thématique des secrets de famille, des traumas qui se transmettent au niveau de la descendance, avec des conséquences qui sont souvent graves ou pas, mais ici comme tu le sais on s'intéresse à tout ce qui est psychologique et notamment pathologique. On pourrait dire que le transgénérationnel, d'une certaine façon, c'est une lecture littérale de ce fameux adage romain, en droit romain, le mort saisit le vif, tu sais, qui est toujours valable en langage juridique. C'est cette idée, en fait, en langage juridique de saisine des héritiers. Ça signifie qu'en fait, que l'héritage d'une personne morte va automatiquement à ses héritiers vivants, ainsi saisi par la loi. Et on pourrait dire que le transgénérationnel, c'est pareil en psychologie. C'est ce lien psychique entre les membres de la famille et leurs ancêtres et aïeux, de lignée directe ou indirecte, de façon inconsciente et parfois même imprévisible, où les êtres vivants que nous sommes sont saisis inconsciemment par
ce qui s'est passé au niveau de nos ancêtres et de nos aïeux. Et nous, ce qu'on va étudier aujourd'hui, ce sont donc principalement les traumas et les secrets de famille qui sont restés occultés, qui ont été non transmis. Et quand c'est non transmis, quand c'est occulté, ça va être toute la thématique d'expliquer en fait aux auditeurs que c'est important de verbaliser en fait ce qui se passe, que ça favorise des troubles de la communication, des troubles de la symbolisation et de l'imagination dans les familles. Et c'est ça qui crée du symptôme. Toute l'idée, c'est de se libérer de cet héritage quand il est négatif. Waouh. Et la communication semble donc centrale. Centrale, effectivement. La grande thèse du transgénérationnel, pour arriver directement à la conclusion, c'est qu'il faut parler, il faut dire, parce que sinon on se retrouve, et je pense que c'est des choses qu'on a tous vécues, dans des familles où le refoulé est trop présent et où c'est flou, où ça ne communique pas bien. Et c'est quand ça communique mal que le symptôme se crée. Alors du coup, les origines de ce... Comment on appelle ça d'ailleurs, le transgénérationnel? C'est quoi en fait? C'est une théorie, c'est un terme en fait, et en théorie on peut parler de psychogénéalogie. Voilà, par c'est exemple. de la psychogénéalogie. Oui, voilà, exactement. Exact, c'était ce terme-là que je cherchais. Et les origines, quelles sont-elles? Alors, ça a toujours été quelque chose de présent dans l'inconscient collectif. Il y a une phrase dans l'Ancien Testament qui dit, dans le livre d'Ézéchiel, « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils en ont été agacées ». Il y a 2 niveaux d'interprétation. Le premier, c'est en fait quand tu fais quelque chose, quand tu manges des raisins verts, cela peut se répercuter plusieurs générations après. Ça, c'est le premier sens littéral. La responsabilité de tes fautes retombe d'une génération à l'autre. Et le deuxième niveau d'interprétation, c'est, il parle dans ce livre d'Ézéchiel de raisins verts, c'est-à-dire qu'un fruit qui n'est pas arrivé à maturité. Donc les pères ont privé leurs fils de nourriture, de festin, tu vois. Et les fils, en plus, doivent payer pour les fautes de leur père. L'homme juste, c'est un petit peu ce que cette phrase explique, c'est que l'homme juste doit se préoccuper de ceux qui le suivent et prendre soin de sa vigne, d'une certaine façon. C'est intéressant. Très. Et c'est présent dans l'Ancien Testament, pour te dire l'origine. Exactement. Et pour aller encore plus loin sur cette notion, dans les 10 commandements, le 4e commandement, qui dit « Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. » C'est sur l'idolâtrie en plus, cette partie-là. C'est sur l'idolâtrie des statues, et c'est « Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. » C'est ça. Donc, dans l'inconscient, il y a une forme de... c'est-à-dire que le sacrifice ou la peine frappera plusieurs générations. C'est ça. C'est ce qui est explicite dans l'Ancien Testament, et ça va jusque dans les 10 commandements. Donc, c'est cette idée que si tu fais quelque chose, si tu as une culpabilité réelle, tu es coupable d'un acte, ta descendance en paiera les frais. La faute retombera sur ta descendance. C'est intéressant que la Bible ait mentionné déjà cette idée-là. Je savais même pas que la Bible l'avait évoqué, tu vois. Ouais. C'est fou. Oui, c'est intéressant. Mais alors du coup, on va parler de plein d'exemples après, mais est-ce que tu pourrais nous faire un petit tableau, si tu veux, de ce que ça veut dire, tu vois, en termes d'exemples concrets, en fait, tout simplement, d'illustrations concrètes sur ce que veut dire le transgénérationnel. Parce que comme ça parle peut-être pas aux gens. Voilà. Alors, il y a plusieurs notions, en fait, qui ont été présentes. Donc, ce que je te dis, c'est que déjà, ça remonte inconsciemment. L'Ancien Testament en parle. Je te donne un autre exemple. Dans les cultures, j'en sais rien, africaines, amérindiennes, il y a aussi tout le culte des esprits qui est présent dans beaucoup de cultures. En France, nous, on connaît aussi tout le culte de l'aristocratie, par exemple, avec l'importance du blason. Ce petit préambule pour t'expliquer que on le sait, en fait, inconsciemment, l'être humain le sait que tu es dans ta lignée, tu vis dans ta lignée, et que cette lignée circule de façon encore active à l'intérieur de ta psyché. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Freud donc a amené l'avènement de la psychologie. Il l'a beaucoup centré sur l'individu.
Donc toute cette idée en fait d'appartenance à la lignée a été un petit peu occultée au moment de l'avènement de la psychologie. Bien sûr. Et en France, c'est Françoise Dolto qui a été la première du monde psychologique à s'intéresser à la famille, notamment parce qu'elle s'intéressait au monde des enfants. Et c'est en s'intéressant à la famille que toute la psychogénéalogie a pu naître. Tu vois ? Ouais, très bien. Ça, et au XXe siècle, comme tu le sais, le XXe siècle a été marqué par la Shoah. Et en fait, les psychiatres et les psychologues ont pu s'apercevoir également, parce qu'ils l'ont vu, en fait, qu'il y avait un phénomène de transmission de trauma qui passait de la première à la deuxième et à la troisième génération. Et ça a amené aussi tout un courant de psychologie à réfléchir, en fait, aussi au transgénérationnel. Mais j'ai même envie de te dire que si c'est pas réglé par une génération, ça se transmet encore. Oui. Parce qu'on dit troisième, mais finalement, ça peut être infini. Bah, la grande psychologue française qui a écrit un best-seller là-dessus que tu connais bien. Aïe mes aïeux, c'est ça ? Anne Ancelin Schutzenberger. C'est Aïe mes aïeux le livre ? Aïe mes aïeux, exactement. Ouais. Elle l'a écrit en 88, c'est un best-seller français, enfin de psychologie, et en fait, elle va introduire toute la thématique des liens transgénérationnels de la psychologie de l'individu, avec notamment les secrets de famille et la transmission des traumas. Ça va être sa grande thèse. Et pour répondre à ta question, elle donne plein d'anecdotes. J'encourage tout le monde à lire ce livre où elle explique par rapport à des générations qui nous précèdent qu'elle a vu des exemples de personnes qui avaient mal au cou parce que c'était des descendants d'aristocrates qui avaient été guillotinés et qu'en fait, physiologiquement, il y avait encore une souffrance, une psychosomatique autour du cou. Elle l'explique comme ça. Il y a plein de gens qui trouveraient ça très hasardeux de voir ça comme ça. Mais c'est intéressant. Non, mais je pense que c'est... Enfin, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. D'autres illustrations ? Oui, alors je vais te faire un petit tableau, si ça te va, de toutes les grandes notions qui ont été découvertes au XXe siècle, donc dans toute cette mouvance psychologique qui parle de transgénérationnel. Donc, ça fait un peu court théorique, mais non, mais allons-y, tu sais, on adore ça. Ça me rappelle des bons souvenirs. Il y a une psychiatre russe début XXe siècle qui s'appelle Bluma Tsaigarnik qui a introduit la notion de tâche inachevée et qui explique en fait qu'on a besoin de clore ce qui a été entamé par nos ancêtres et que si ce n'est pas clos, cela peut se transmettre. Il y a un effet en psychologie qui s'appelle l'effet Tsaigarnik. Tu l'écris comment ? Comment ? Tu l'écris comment ? TZ, non ? Non, Z-E-I-G-A-R-N-I-K. D'accord, merci. Elle a demandé à des enfants d'accomplir en une journée une série de 20 petits travaux. Enfiler des perles, faire des petits puzzles, des choses comme ça. La moitié ont été terminées, la moitié ont été inachevées. C'était fait exprès. Quelque temps après, elle leur a demandé d'indiquer les tâches qu'ils avaient eu à exécuter. Celles qui n'avaient pas pu être terminées étaient 2 fois plus souvent mentionnées et citées par les enfants que les autres. Comme si l'inachèvement d'une activité entreprise créait une tension durable avec une empreinte. Et en fait, elle a plugué ça sur le transgénérationnel, sur nos aïeux. En fait, ce qui n'a pas pu être achevé, par exemple, les deuils non faits, quelque chose qu'on voit très très souvent, tous les scénarios répétitifs qui vont se reproduire sur plusieurs générations, créent une tension en fait à l'intérieur de l'individu qui va se reporter. C'est la fameuse transmission. Comment ? Et se reproduire la plupart du temps. C'est exactement ça. Donc ça, c'est l'effet de Tsaigarnik et le syndrome des tâches inachevées. Et effectivement, toute la théorie de la psychologie, c'est que quand tu parles, quand tu permets à la personne de s'exprimer, de trouver du sens, tu termines, tu clôt le traumatisme ou le deuil, et ainsi, le symptôme va s'arrêter. Mais c'est dingue parce que tu sais, quand je t'écoute parler, je pense à des familles entières qui parfois ne veulent pas parler d'un grand-père décédé. J'en connais, j'en connais plein. Extrêmement et on sait présent. Pas qui il était, on sait pas ce qu'il a fait, on sait pas comment il est mort, comment il a vécu. Enfin, et je me demande si on peut, construire une famille là-dessus. Tu vois, on peut. Mais est-ce que à un moment ou à un autre, il n'y a pas une partie de truc qui explose, tu vois, enfin. À mon sens, oui, on peut. Oui, mais bien sûr. Peut vivre. Mais après, à un moment, ça doit forcément se rejaillir sur, ça doit rejaillir sur quelque chose, tu vois. Enfin, je pense à un grand-père, par exemple, où c'est pas si lointain que ça, tu vois. Oui. C'est quand même pas l'arrière-arrière-grand-père ou,
Donc voilà, c'est lever des secrets et peut-être donc utile, c'est ça qu'on peut retenir. Lever les secrets par la communication est non seulement utile, mais fondamental. C'est fondamental. En fait, toute la théorie de la psychogénéalogie, c'est que ce qui est important, c'est pas tant le secret, c'est pas tant le trauma en tant que tel, mais la manière dont il va ou pas s'élaborer dans la famille. S'il n'est pas élaboré, le secret de famille va devenir un travail impossible qui va circuler. Tu vois ce que je veux dire dans la famille. C'était Freud qui disait « ce que la bouche tait s'exprime par les doigts ». Et en fait, ce qu'il explique dans la notion s'exprime par les doigts, ce sont tous les actes manqués, les somatisations, les répétitions, ce que tu ne dis pas se répercute dans ton action ou dans ta non-action, quoi. Dans les faits. Ouais, en fait. Dans les faits. Exactement. Ce que tu ne dis pas, tu le captes, tu le ressens, ça se traduit, c'est ce qu'ils appellent en impensé. C'est un refoulé familial qui va se balader. Ça passe d'un oncle à un neveu, d'un grand-père. C'est assez aléatoire, en fait, la façon dont ça circule. Après, ils l'ont théorisé en disant parfois, ça va dépendre du prénom que tu vas donner. Il y a une famille très intéressante pour ça, qui est la famille Kennedy, qui est la famille, la saga du XXe siècle qu'on pourrait étudier dans tous ces recoins généalogiques qui parlent de transgénérationnel. Dans la famille Kennedy, il y a beaucoup de membres de cette famille qui s'appellent John, Patrick ou Joseph. Donc, tu as toute cette circulation de prénoms, par exemple, tu vois, qui circule. Je peux parler du phénomène des dates anniversaires, en fait, qui a été découvert par Joséphine Hilgard au XXe siècle, toujours dans ce tableau des grandes découvertes, qui explique le syndrome des dates anniversaires, avec cette idée que l'inconscient a bonne mémoire et que l'inconscient va répéter ou à une même date ou à un même âge, parce que l'inconscient est excellent, un très très bon calculeur mental. Il va répéter ou au même âge ou à la même date des événements qui ont été produits par les aïeux. Je te donne l'exemple de l'assassinat de John Kennedy. John Kennedy, donc, 63, 62, je sais plus. Il est mort le 22 novembre 1963. Voilà. Il est mort le même jour que son bisaïeul, donc c'est arrière-arrière-grand-père, Patrick Kennedy. C'est pas vrai. Qui est né en Irlande et qui a été le premier Kennedy à avoir migré aux États-Unis. Donc c'est lui le fondateur de la branche américaine de la famille Kennedy. Il est mort le même jour que cet homme. Tu vas me dire, c'est un hasard, Kennedy s'est fait assassiner. Non, peut-être que son assassin a choisi la date exprès, je sais pas. En fait, je crois pas. Je me suis quand même interrogée, j'ai bien regardé. Kennedy, c'était une grosse prise de risque qui avait été dite, notamment par le FBI. Bien sûr. Sur cette Dallas, c'est une destination dangereuse. Il y a un risque d'assassinat. Peu de temps avant lui, il y avait une tentative d'assassinat d'un ambassadeur de l'ONU. C'était une destination risquée. On lui avait dit de se protéger, notamment avec une voiture couverte. Il a choisi de rouler en décapotable. Très bon film d'ailleurs, JFK, l'affaire JFK. Tu te souviens? Je l'ai pas vu celui-là. Avec Kevin Costner. J'ai pas vu. Exceptionnel ce film. Bon, ça dure 4 heures, je crois, ou 3 heures. Incroyable. Enfin, c'est un vieux film. Hein. Donc, il a choisi d'une certaine façon une vraie prise de danger. Évidemment qu'il n'avait pas en tête que son bisaïeul était décédé le 22 novembre 1963. On est vraiment dans la mémoire purement inconsciente. À ça, tu peux rajouter le fait qu'il est décédé à 46 ans. Dans sa lignée, son arrière-grand-mère est décédée enceinte à 46 ans. Son grand-oncle est décédé à 46 ans d'un coup de chaleur à la tête. Son grand-père, le fameux, a été poursuivi pour fraude financière à 46 ans. Son père, Joseph, a été accusé de trahison à 46 ans. Et sa mère, quand elle avait 46 ans, a perdu successivement son frère et sa sœur. C'était un âge, finalement, dangereux, de façon inconsciente, marqué évidemment. Par la mort, quoi, tout simplement. Marqué par la mort. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome des dates anniversaires. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Beaucoup de gens trouveront peut-être ça tiré par les cheveux. Hein. Enfin, pas tant que ça, là, c'est factuel, donc c'est pas tiré par les cheveux. En tout cas, est-ce que c'est des hasards? Je sais pas. Il y a eu beaucoup d'analyses psychogénéalogiques sur la famille Kennedy. Tu veux que je te dise, c'est même, alors ça c'est hyper perso, mais c'est un truc qui m'est venu à l'esprit. Moi j'ai fait une césarienne programmée pour accoucher. Et du coup je ne saurais jamais quelle est la date d'anniversaire, la vraie date de naissance de mon enfant. C'est terrible. Et ça j'y ai repensé en fait le jour où j'ai fait ma césarienne et je me suis dit merde, je vais pas connaître sa vraie date de naissance. Bah c'est ce jour-là. Bah ouais. Exactement, t'as raison. En tout cas, c'est ce jour qui est inscrit sur l'état civil, c'est ce jour. Mais bon,
Passons. Super. Donc là, au moins, les dates anniversaires, tu vois, tu éclaires une de mes lanternes parce que j'étais pas du tout au courant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, enfin, même en positif, c'est hyper fréquent qu'une fille ait un enfant à l'âge où sa mère a eu un enfant. Le syndrome des dates d'anniversaire, je trouve qu'on le voit très, très fréquemment. Si tu vas pas bien, sans savoir pourquoi, tu peux t'interroger sur pourquoi ce mois-ci j'ai l'habitude de me sentir mal, pourquoi à cet âge-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma mère, de mon père. Ça donne souvent un éclairage. T'as raison. Il faut le retenir. Pas toujours, hein, mais non, souvent. mais c'est intéressant. Oui. C'est intéressant de se. L'inconscient a une excellente mémoire des dates. Ouais. Excellente. On peut retenir ça. On peut retenir ça, au moins pour anticiper certaines petites crises de vie. Exactement, qui sont bien normales. Hein. Ouais, bien sûr. Et du coup, on continue sur la théorie ou est-ce qu'on passe aux exemples un peu plus concrets Écoute, je propose de te parler, si ça te va, encore un tout petit peu de théorie. Avec plaisir. T'as au XXe siècle un psychiatre roumain-américain, Ivan Bozormeninagi, pionnier de la thérapie familiale et psychogénéalogie. Je te demanderai pas de les plaire, je les mettrai dans les notes. Vous regarderez sur Internet. Alors lui, il parle du phénomène des loyautés familiales invisibles, donc qui nous font répéter les symptômes, les traumas. Et il parle d'une autre notion très intéressante, le grand livre des comptes. Ah. Le grand livre des comptes, c'est cette notion de dettes qui se transmettent dans la famille. Comment ça circule? Est-ce que tu es créditeur? Est-ce que tu es débiteur? Donc ça renvoie complètement à notre épisode précédent. Ouais. Complètement. Est-ce que tu as été victime d'injustice? Est-ce que tu as commis des injustices? Est-ce que tu as des obligations? Est-ce que tu as des mérites? Quelle est ta place? Et en fait, c'est cette histoire qui est souvent dite en psychologie, qu'on a tous une calculette inconsciente dans la tête. Bien sûr. On tient un grand livre des comptes par rapport à l'oncle, au cousin, au clan d'en face. Il y a un exemple très intéressant. Il explique que c'est répercuté de génération en génération dans les familles et qu'en fait, au bout d'un moment, mais ça c'est toute la théorie psychogénéalogique, c'est que ça devient flou et rien n'est clair. Et il y a un exemple très intéressant qui est l'exemple de Shakespeare dans Roméo et Juliette, les Capulet et les Montaigu. Ils se détestent, mais ils ne savent plus pourquoi. C'est ça. Tu vois, ça, c'est incroyable. Tu perds l'origine des choses. Exact. Et ça crée la tragédie de Roméo et Juliette. Ouais. Shakespeare l'avait bien vu. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as raison de le citer un exemple. C'est complètement un exemple très concret. Parce qu'en fait, je pense foncièrement que quand tu entends des conflits quand t'es enfant, quand tu sais qu'il y a un conflit entre tes oncles, entre je sais pas, ton père et ses frères, ou entre ta mère et ses sœurs, ou autre, inconsciemment tu imprimes ce truc-là, c'est-à-dire que ça rentre dans ta vie. Alors que si tout va bien, t'en parles pas, donc ça n'existe pas, donc il y a pas de raison en soi que ton petit esprit enfant note ah tiens, conflit existe. Bon, alors que si parce que c'est ça le truc, c'est que la surcommunication peut être dangereuse aussi. C'est ça que je veux dire. Tu vois? Complètement. C'est un peu mon sujet sur... Ça, Anne Ancelin Schutzenberger, sur la notion de secret, elle est hyper claire. Elle précise qu'il y a des secrets qui sont normaux, qui sont sains, que chacun a le droit à son jardin secret, à sa vie privée, même en famille. Exemple basique, mais qu'il le faut, hyper surtout. Important de répéter, les couples ont le droit à leur secret d'alcôve. Bien sûr. Ont le droit à la pudeur. Les parents qui sont trop intrusifs, qui veulent connaître tous les secrets de leurs enfants, sont des parents toxiques, néfastes. Hein? La quête de transparence à tout prix, on sait que c'est toxique. En revanche, je te donne des exemples de secrets toxiques. Cacher aux enfants la mort d'un parent ou d'un grand-parent. C'est un secret toxique. Bien sûr. Ne pas communiquer sur une séparation. Ne pas communiquer sur une maladie. Ne pas communiquer sur le fait, j'en sais rien, qu'il y a un membre de la famille qui a été en prison à un moment. Bien sûr. Ne pas communiquer, ça malheureusement, c'est des choses qui existent encore sur les adoptions. Mais attends, tu dis un truc très juste là, sur les parents toxiques. C'est hyper important ce truc de transparence. Parce qu'en fait, on est dans une génération là, et ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, avec les réseaux sociaux, ta mère ou ton père est au courant, enfin si on te suit, enfin si t'as tes parents qui te suivent sur Instagram, ou inversement, si toi tu suis tes parents sur Instagram, de fait, t'as un accès finalement à ce que quelqu'un va vouloir montrer, mais ce qu'il a peut-être pas forcément envie de... Enfin,
Tu vois, il y a une sorte d'excès de transparence. Oui, mais il y a aussi des parents qui se plaignent, et je trouve à juste titre, c'est sur cette transparence à tout prix, qui ne sont pas d'accord avec, tu sais, aujourd'hui, le fait que les bulletins ou toutes les notes sont accessibles en live tout le temps. J'en sais rien, si ton enfant a séché un cours, tu reçois tout de suite un texto. Le logiciel, là, mais je vois très bien de quoi tu parles. C'est ça, il faut que les enfants, j'encourage évidemment personne à sécher les cours, mais il faut que prennent les enfants la responsabilité de le dire. Ou pas, en fait. Ils ont le droit de cacher des trucs à leurs parents, ils ont le droit de faire n'importe quoi. On en parlait la dernière fois de la crise d'adolescence, c'est important d'avoir ce moment de repli, de rébellion pour se construire. Non, mais même qu'ils fassent le choix, en fait, de le dire ou de pas le dire, quoi. Complètement. C'est ça, parce que le fait de tout mettre tout de suite sur la table, forcément, ça les responsabilise pas non plus, quoi. C'est ça, et ça floue le phénomène de dialogue et de parole et de communication, puisque il y a un biais de départ. C'est ça. Ouais, et puis en plus, ça met même le parent dans une situation un peu inconfortable, finalement. Très. Bah complètement d'accord. Parce que ça se trouve, il a pas envie de le savoir. Enfin, je sais pas, moi, tu vois, ou il a envie de le savoir, mais autrement, enfin bon, t'as raison. Comment ça s'appelle ce truc? Mais je vois très bien de quoi tu parles. Non, mais c'est important, ce sujet de juste milieu. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut essayer d'extraire comme substantifique moelle, c'est d'essayer de trouver ce juste milieu entre la communication, mais pas la surcommunication. Oui. Surtout pas de transparence extrême à tout prix. Mais voilà, dire les choses dès lors que c'est un fait objectif, on va dire ça comme ça. Voilà, il faut le dire, il faut l'éclaircir. Oui, et éviter le phénomène des secrets de famille. Donc, je retourne à la théorie. Ouais. Donc, cette notion de secret de famille a été élaborée par un couple franco-hongrois du XXe siècle, Nicolas Abraham et Maria Torok. En fait, ce qui explique, j'aime bien cette notion, ils parlent de fantômes pour parler de secrets de famille, et ils parlent de cryptes, en fait, des fantômes qui sont encryptés, pour parler du fait que ces secrets de famille sont enfermés et deviennent des impensés qui vont ressortir plus tard. En exemple de secrets de famille, il donne par exemple, j'en sais rien, assassinat, mort suspecte, maladie, faillite honteuse, adultère, qui sont transmis d'une génération en génération. Et ils expliquent, je cite, que ces fantômes parlent pour les gens à la façon d'un ventriloque et agissent à leur place. Mais je trouve ça très vrai. T'as tout à fait raison. Tous ces actes manqués, tous ces symptômes répétitifs, on ne sait pas d'où ça sort. C'est tellement vrai. C'est exactement cette notion de fantôme, de secret de famille. Et tu sais pas pourquoi. T'as Didier Dumas, qui était un proche de Dolto, qui vraiment dans la lignée des secrets de famille, deuxième partie du XXe siècle, va parler, lui, du phénomène que je trouve aussi très intéressant des mâles morts, de tous ces personnes dans nos familles qui sont mortes qui sont mal mortes en fait. C'est-à-dire par exemple assassinat, par exemple de mort non naturelle, suicide, on dit ça comme ça. Shoah notamment. Enfin, il s'est beaucoup intéressé aussi au phénomène de génocide. Et en fait, tous les malmorts vont traîner d'une certaine façon et se réveiller une ou deux générations après avec des souffrances. Et il parle aussi, par rapport à cette notion de malmort, de toute la dimension collective qui est liée au pays, pour le coup. On sait par exemple que l'Allemagne, suite à la Shoah, a fait tout un énorme travail de mémoire collective, tu vois, qui sont liés à l'histoire de notre propre pays. Ouais, mais à l'échelle d'une famille, c'est... Mais c'est essentiel. Mais c'est fou comme les gens ne... J'arrive pas à savoir si les gens ont conscience de ça ou pas. Mais à quel âge? Il y a beaucoup de... Ce que j'entends souvent, c'est pas la peine de le dire, c'est bon, l'autre ne va pas s'en rendre compte, il vaut mieux le taire, ça sert à rien de remuer le passé, ça sert à rien d'aller fouiller. Ouais. Alors qu'en fait... C'est pas dans cette optique-là qu'il faut le faire. C'est pas dans le... Enfin, je veux dire... Il y a un côté honteux et tabou, quoi. Ah oui. Et puis, il y a la culpabilité, la colère qui traîne. Et en fait, plus tu ne dis pas, plus ça va ressurgir et rejaillir sur la descendance. Je te donne un exemple. Vincent Van Gogh. Oui. Qui s'est coupé l'oreille. Comment? Qui s'est coupé l'oreille. Qui s'est coupé l'oreille, qui s'est suicidé. Une vie atroce. Et qui est, par ailleurs, un des plus grands artistes du XXe siècle. 19e siècle. Vincent Van Gogh était un enfant de remplacement. Ça explique toute cette notion de non-circulation de l'information dans une famille. Vincent Van Gogh est né le 30 mars 1853, un an, jour pour jour, après un frère aîné mort-né qui s'appelait, comme lui, Vincent Willem Van Gogh.
C'est-à-dire que 1 an avant lui, sa mère a accouché d'un bébé mort-né qui s'appelait Vincent Willem van Gogh. 1 an après, Vincent Willem van Gogh, qu'on connaît tous, est né. Et en fait, il va passer tous ses anniversaires au cimetière. Où il va accompagner sa mère devant la tombe d'un autre Vincent van Gogh, né le même jour que lui, 1 an avant. Mais t'es folle. Deuil non résolu. Et surtout, elle ne lui a jamais vraiment dit. En fait, il savait sans savoir. C'est exactement cette notion que je t'explique. De ne pas élaborer le deuil, de ne pas élaborer le trauma. Donc, toute sa vie, il va avoir la sensation de vivre la vie d'un mort qui n'a pas de place, qui n'arrive jamais à trouver sa place, avec probablement le sentiment de ne pas être le vrai Van Gogh, d'être un fantôme, un enfant de remplacement, qui n'arrive pas à trouver une place auprès de sa mère, car celle-ci est prise par un autre. C'est incroyable. Il va redécouvrir ce secret de famille bien plus tard, à l'âge adulte, quand il va passer au cimetière. Il va en éprouver un choc atroce, comme tu peux t'imaginer. Et là où ça va encore plus loin. Quelques années plus tard, comme tu sais, il avait une relation très proche avec son frère Théo. Tu sais, ils ont une correspondance notamment très intéressante. Théo va avoir un petit garçon qui va appeler Vincent Van Gogh. Histoire sans fin. Il a prénommé son fils ainsi en pensant que c'était un hommage à son frère. Et en fait, Vincent, dans ses lettres à Théo, il n'arrivera jamais à nommer le petit Vincent par son prénom. Il l'appellera toujours le petit. Il n'arrive même pas à écrire son prénom. Et il va se donner la mort, Vincent Van Gogh, quelques mois après la naissance du petit Vincent, comme s'il n'y avait pas de place pour un autre vivant et que sa mission d'enfant de remplacement était close. C'est incroyable. Oui. Évidemment, 1000 autres blessures sont en jeu. C'est pas parce qu'un Vincent Van Gogh est né qui s'est suicidé. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais quand même, dans l'enchaînement des faits, on ne peut pas ne pas en tenir compte. C'est ça, il a voulu faire place nette. Enfin bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures. Là, je suis choquée par cette histoire que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup d'enfants de remplacement dans les grands artistes. Salvador Dali, Stendhal, Chateaubriand, Beethoven. Oui, et c'est très 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 dur d'être un enfant de remplacement. C'est vrai, tous ces artistes sont des enfants de remplacement. Enfin, j'aime pas ce terme, mais à l'époque, il y en avait beaucoup. Il y avait bien sûr, il y a beaucoup d'enfants morts-nés. beaucoup de morts-nés. Là, la grande particularité, c'est né le même jour, même prénom que la mère a donné aux deux. Et le fait qu'en fait, la mère, vraisemblablement, n'a jamais fait le deuil et n'a jamais expliqué au petit sa place, son rôle, son mandat, d'une certaine façon. Elle n'a pas pu lui attribuer quelque chose où il a pu s'incarner. Et son père non plus ? Je connais pas assez bien. Non, vraisemblablement, c'était une famille très austère, très silencieuse. C'est fou cette histoire, on pourrait en faire un film. Oui, peut-être qu'il y en a eu d'ailleurs. Oui. Incroyable cette histoire. Incroyable. T'en as d'autres ? Oui. Une autre anecdote. Folle cette histoire. Alors pour le coup, oui, j'allais dire qu'il n'est pas d'un être réel, mais si. Donc il y a un psychiatre français qui s'appelle Serge Tisseron, qui a étudié en fait, qui a lu toutes les histoires de Tintin, comme beaucoup d'entre nous, toutes les aventures de Tintin, et qui a eu le pressentiment, l'intuition il a vraiment vu les Tintins dans non pas un par un, les BD, mais comme une histoire globale. D'accord. Et en lisant ça, je vais rentrer dans le détail, mais il a eu l'intuition que Hergé, donc l'écrivain, l'auteur, avait au travers de cette œuvre disséminé les détails d'un secret familial. C'est vrai que j'avais regardé, moi, je sais plus, un documentaire ou quelque chose comme ça, où on retrouvait des signes. Au travers de tous les dessins, il y avait des sujets sur... tu vois la moustache, en fait, par exemple, du colonel là, qui le suit Professeur Tournesol. Oui. Non, il y en a un autre avec un chapeau. Les Dupont et Dupont. Tu vois, la petite moustache. Enfin, il y avait des références à Hitler. Et moi, je me souviens d'avoir vu, je crois que c'était un doc ou je sais plus ce que c'était, un truc sur Arte, qui justement parlait de ces évocations au travers de toutes les BD et qui disait, voilà, tous les signes. En fait, il rassemblait tous les signes. C'est possible. Qui en gros montrait qu'il avait le béguin pour Hitler, quoi. C'est très possible. Enfin bon, peu importe. Alors, j'ai rien lu là-dessus. Je regarderai ce que j'ai lu et que je peux te raconter. Non, mais c'est intéressant de savoir ce que t'as vu sans ce sujet-là, ouais.
Serge Tisseron, donc, il a cette intuition. Comment il a cette intuition? En lisant, il se dit pourquoi les Dupont et Dupont, donc les fameux là, jumeaux, qui semblent jumeaux, n'ont pas exactement le même patronyme. Je sais pas si tu te rappelles, il y en a un, Dupont finit par... Ouais, ça. Je m'en souviens, ça m'avait marqué parce que du coup, ça m'avait toujours perturbé en orthographe. T'as pas été la seule à être perturbée par ça. Ouais. Parce que Serge Tisseron a bâti sa thèse à partir de ce constat. Premier constat. Deuxième constat, il se demande pourquoi le chevalier de Haddock, qui est l'ancêtre du capitaine Haddock, cache son trésor au château de Moulinsart, tout en indiquant sur son parchemin qu'il est dans l'île de la Licorne où pourtant il n'y a rien. Et à partir de ces deux intuitions, il se dit il y a un secret qui parcourt l'œuvre de Hergé. Je vais spoiler tout de suite. Le secret en question, c'est celui d'une filiation célèbre mais non reconnue. Alors, en l'occurrence, dans Tintin, le personnage du chevalier de Haddock, c'est le fils non reconnu de Louis XIV. Et en fait, le fait que cette filiation soit non reconnue va se répercuter en douleur du secret qui va se transmettre à sa descendance. Et on sait, puisqu'on l'a lu, que le capitaine Haddock est un personnage désespéré, alcoolique, colérique. Donc ça, c'est le secret de la filiation non reconnue dans Tintin, qui est le miroir de la filiation non reconnue côté Hergé. Puisqu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que Serge Tisseron fait sa thèse en 85 dans Tintin chez le psychanalyste. En 87, il y a eu des études suite à sa thèse psychogénéalogique, enfin pas psycho, mais généalogique qui ont été faites. Et on a découvert que le père de Tintin était né lui-même d'un géniteur inconnu, probablement très illustre, qui était peut-être même le roi Léopold II, le roi des Belges de l'époque. Son père, comme le capitaine de Haddock, ouais, très bien. Était incroyable. C'est ça. Et en fait, vraisemblablement, Hergé ne le savait pas, mais avait l'intuition de ça. C'est fou, ça. Et ça s'est retransmis dans son œuvre. Ce qui est très intéressant, c'est que son père avait un jumeau aussi. Et dans Tintin, on peut remarquer que les jumeaux qui sont représentés par les Dupont sont deux policiers qui cherchent la vérité toute leur vie, mais qui ne la trouvent pas. C'est incroyable. Oui, bien sûr. C'est intéressant, je trouve. Bien sûr, bien sûr. Leur mère, ça va encore plus loin. Leur mère, leur vraie mère pour le coup, au père de Tintin, de Hergé. Ouais, mais forcément. Leur mère, c'était une servante, vraisemblablement, qui a été engrossée par ce personnage illustre, mais qui a dû garder le silence. Donc en fait, ils ont été élevés par une autre femme, qui était la femme riche, qui s'appelait Madame de Doudzelleux, apparemment. Et quand tu prends le seul personnage féminin de Tintin, c'est la Castafiore. La Castafiore. Et la Castafiore, elle a cette double face. C'est-à-dire qu'elle incarne très bien ce secret. C'est vrai. Elle est tantôt grande dame, comme Madame de Doudzelleux, et elle est tantôt humble servante, séduite et abandonnée, c'est vrai. Quand elle incarne la Marguerite de l'opéra de Gounod. Tu vois, donc il a retransposé... C'est incroyable. Ouais. Sacré étude. Oui, et Serge Tisseron, il a fait 3 livres là-dessus. Serge Tisseron, on le rappelle, Serge Tisseron. Tintin chez le psychanalyste, Tintin et les secrets de famille, et le troisième, je ne sais plus. C'est hyper marrant. Enfin, c'est marrant d'analyser le transgénérationnel à travers Tintin. C'est chouette. C'est incroyable d'avoir eu cette intuition. Bah oui. Et il explique que Hergé, ensuite, a exprimé dans ses 3 personnages principaux 3 facettes de sa personnalité. Tintin, le découvreur d'énigmes, Haddock, le désespéré et excessif, et Tournesol, qui est obnubilé par son travail pour y trouver refuge, comme Hergé. C'est fou. Ouais. C'est fou. Et c'est probablement pour ça aussi que c'est une œuvre qui est très puissante et qui a pu marquer beaucoup de monde. Parce qu'il y a une vérité qui s'y cache. Bien sûr. C'est comme les artistes que tu m'as cités. Oui, enfin, tous ces artistes-là qui sont des écorchés vifs, c'est le cas de le dire, et qui ont donné naissance à des œuvres sans sans précédent. Je suis bluffée par tous ces exemples. Honnêtement, là, je m'attendais pas à ça. C'est top. Comme toujours, t'as tellement travaillé. Alix, on arrive du coup à la fin de l'épisode déjà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on s'arrête là-dessus? Parce que moi, je trouve que c'est déjà super dense. Non, rien de spécial. Enfin, j'encourage tout le monde à travailler sur soi. On va rappeler quand même les points clés de notre échange. Finalement, c'est communiquer, mais pas trop communiquer, et ne pas être en quête de transparence à tout prix. C'est important en famille, comme ailleurs, ceci dit. Oui. On peut aussi le transposer ailleurs. Totalement. Donc ne pas chercher à être trop
cash non plus. Ça, je le retiens pour moi. Accepter de fermer sa bouche de temps en temps. Après, il y a le sujet, effectivement, de toutes ces dates anniversaires, moi, qui m'a beaucoup marqué. L'enfant de remplacement. Voilà. On peut se demander quand même si on n'est pas un enfant de remplacement. Enfin, à nos époques, on le sait plus. On le sait plus, tu crois ? On le sait plus. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins fréquent. Ouais. Voilà, et cette histoire folle là de Tintin qui me sidère, et puis également Van Gogh. Bon, en tout cas, Alix, 1000 fois merci. Franchement, c'était un échange ultra intéressant. Je te remercie. On se retrouve pour un 6e épisode. Et puis, d'ici là, écoute, je souhaite à tout le monde de te rencontrer autour d'une thérapie. Je redis qu'on peut te retrouver sur Internet en tapant Alix Georges, Georges comme le prénom. Voilà. Thérapeute, hypnothérapeute au sens large. Merci Alix et à très vite. Merci beaucoup Estelle, merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.